Bonjour, je suis Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Chloé, intitulée ainsi. Ma sœur a annoncé sa 4e grossesse et a dit, les enfants viendront vivre chez toi pendant quelques mois jusqu'à ce que j'accouche. J'ai refusé et je suis partie. Une semaine plus tard, elle les a laissés sur mon perron et a appelé la police quand je l'ai traitée de folle. Eh bien, c'est parti. Je m'appelle Chloé. J'ai 32 ans et je travaille comme développeuse de logiciels pour une grande entreprise technologique. La bonne nouvelle, c'est que je travaille à distance, ce qui signifie que je peux travailler depuis mon bureau à domicile. La mauvaise nouvelle, c'est que ma famille pense que travailler à domicile signifie que je suis toujours disponible pour faire du babysitting. J'ai des parents à la retraite et une sœur aînée nommée Sophie, qui a 37 ans. Sophie a divorcé il y a environ 2 ans et a 3 enfants, Arthur, qui a 9 ans, Emma, qui a 7 ans, et Tom, qui a 6 ans. Depuis le divorce, Sophie est déterminée à retrouver une vie amoureuse et à trouver un nouveau mari. Le problème, c'est qu'avoir 3 jeunes enfants rend les rencontres assez compliquées. La solution de Sophie a donc été de constamment déposer ses enfants chez moi. Au début, ce n'était que pour quelques heures de temps en temps quand elle avait des rendez-vous. Mais au cours de la dernière année, la situation est complètement devenue incontrôlable. Je suis en fait en train d'élever mes neveux et ma nièce. Arthur, l'aîné, est en fait un enfant plutôt calme et m'aide à gérer les 2 plus jeunes, ce qui est honnêtement la seule raison pour laquelle je n'ai pas complètement perdu la tête. Mais même avec son aide, prendre soin de 3 enfants tout en essayant de travailler à temps plein est épuisant. Sophie vit dans un appartement loué et reçoit une pension alimentaire décente de son ex-mari. Elle travaille à temps partiel dans une agence de marketing, peut-être 20 heures par semaine. Pendant ce temps, je gagne bien ma vie en tant que développeuse senior, et je l'ai aidée financièrement en plus de tout le reste. Nos parents à la retraite lui donnent également de l'argent régulièrement. Voici à quoi ressemble une journée typique pour moi. Je me lève à 6 heures du matin pour commencer le travail avant que les enfants ne se réveillent. Vers 7 heures du matin, Sophie les dépose en allant au travail ou à toute autre activité qu'elle fait ce jour-là. Ensuite, je dois leur préparer le petit déjeuner, m'assurer qu'ils sont habillés, les emmener à l'école et caser quelques heures de codage. Après l'école, c'est l'heure des devoirs. Je m'assois avec chaque enfant et les aide avec les maths, la lecture, tout ce dont ils ont besoin. Ensuite, je dois trouver un dîner pour 4 personnes. Au moment où je les ai nourris, baignés et couchés pour la nuit, il est généralement 21 heures ou 22 heures. C'est là que ma vraie journée de travail commence. Je reste debout jusqu'à minuit ou plus tard, essayant de rattraper tous les projets que je n'ai pas pu terminer pendant la journée. J'ai déjà manqué plusieurs délais, ce qui n'est pas bon pour ma carrière. Le pire, c'est que Sophie agit comme si cet arrangement était totalement normal. Elle ne demande jamais si je suis disponible ou si c'est le bon moment. Elle suppose simplement que je m'occuperai de ses enfants chaque fois qu'elle en aura besoin. Mais apparemment, les choses sont sur le point d'empirer considérablement. Mercredi dernier, Sophie m'a appelé vers l'heure du déjeuner. Chloé, il faut que tu viennes dîner chez papa et maman ce samedi. J'ai une grande nouvelle à annoncer. Toute la famille doit être là. Tu ne peux pas me le dire maintenant ? Non, il faut que ce soit en personne. Crois-moi, tu voudras entendre ça. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle comptait annoncer, mais j'étais curieuse. Peut-être avait-elle enfin trouvé un petit ami sérieux qui l'aiderait avec les enfants. Ce serait la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis des mois. Samedi arriva et je me rendis chez mes parents vers 17 heures. La voiture de Sophie était déjà dans l'allée, ainsi qu'une autre voiture que je ne reconnaissais pas. Quand je suis entrée, j'ai vu Sophie et les enfants dans le salon, plus un homme que je n'avais jamais rencontré auparavant. Il semblait avoir la trentaine, de taille moyenne, un peu nerveux. Chloé. Sophie s'est levée et m'a serrée dans ses bras. Je suis si contente que tu sois là. Voici Marc. Marc s'est levé et m'a serré la main. Enchantée de te rencontrer. Sophie m'a beaucoup parlé de toi. Enchantée de te rencontrer aussi. Mes parents sont sortis de la cuisine et nous nous sommes tous assis pour dîner. Les enfants étaient exceptionnellement sages, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose d'important allait arriver. À mi-chemin du repas, je n'ai plus supporté le suspense. D'accord, Sophie,
Quelle est cette grande annonce? Sophie s'éclaircit la gorge et prit la main de Marc. Elle rayonnait littéralement. Eh bien, tout le monde, Marc et moi avons une nouvelle excitante à partager. Elle fit une pause dramatique. Je suis enceinte. Et Marc et moi allons nous marier bientôt. La pièce devint complètement silencieuse pendant environ 5 secondes. Puis mes parents se mirent à crier de joie et se précipitèrent pour serrer Sophie dans leurs bras. Marc souriait et acceptait les félicitations. Je suis restée assise, choquée. Sophie parvenait à peine à gérer les 3 enfants qu'elle avait déjà, travaillait à temps partiel, vivait de la pension alimentaire et des aides familiales. Comment un 4e enfant allait-il améliorer cette situation? Félicitations, réussis-je enfin à dire. C'est waouh, une grande nouvelle. Merci, Chloé. Mais en fait, il y a plus. Sophie se tourna vers moi avec un sourire désinvolte qui me rendit immédiatement nerveuse. Je vais avoir besoin que tu prennes les enfants pendant quelques mois pendant que je gère ma grossesse et que je me remette après l'accouchement. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Quoi? Juste temporairement? Tu sais, pour que je puisse me concentrer sur ma santé pendant la grossesse, et puis après la naissance du bébé, j'aurai besoin de temps pour m'adapter. Sophie, es-tu complètement folle? Son sourire disparut. Excuse-moi? Tu veux que je m'occupe de tes 3 enfants pendant des mois? En plus de tout ce que je fais déjà pour eux. Chloé, il n'y a rien de mal à ce que tu aides tes neveux et ta nièce. Aider? Je les élève déjà. Je les nourris, j'aide avec les devoirs, j'achète leurs vêtements, je paie leurs activités. Je suis épuisée. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste et avide à ce sujet. Je me suis tournée vers mes parents, m'attendant à ce qu'ils disent à Sophie qu'elle était ridicule. Au lieu de cela, ma mère m'a lancé un regard sévère. Chloé, tu n'as pas d'enfants. Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile de les élever. Je l'ai regardé fixement. Je ne comprends pas à quel point c'est difficile? Je m'occupe des enfants de Sophie constamment depuis 1 an. C'est différent, a dit papa. Sophie a besoin de notre soutien en ce moment. Et mon soutien? Et mon travail, ma vie? Si Sophie veut avoir un autre bébé, elle devrait pouvoir le faire sans être critiquée par sa famille, a dit maman. Je me suis levée de table, alors elle peut le faire sans mon aide aussi. J'ai attrapé mon sac à main et me suis dirigée vers la porte tandis que Sophie commençait à pleurer et que mes parents se mettaient à me crier dessus à propos des obligations familiales. J'ai rentré chez moi enragée, et quand j'y suis arrivée, mon téléphone était déjà inondé de messages furieux. Sophie, tu es une sœur horrible. Comment peux-tu être si égoïste? Maman, Chloé, tu devrais avoir honte de toi. C'est ton devoir d'aider ta famille. Papa, Sophie a besoin de soutien en ce moment, pas de critique. Tu es déraisonnable. Je n'ai pas pris la peine de leur répondre. Je me suis dit qu'ils se calmeraient et réaliseraient à quel point la demande de Sophie était ridicule. Je veux dire, demander à quelqu'un de s'occuper de 3 enfants pendant des mois pendant que tu as un bébé et te maries, c'est fou. J'ai éteint mon téléphone et me suis couchée tôt pour la première fois depuis des mois. La semaine suivante a été la plus paisible que j'ai eue depuis plus d'1 an. Sophie n'a pas déposé les enfants une seule fois. Mes parents n'ont pas appelé pour me culpabiliser. Il n'y avait que moi, mon travail et un silence béni. J'ai même pu terminer tous mes projets à temps. J'ai même dépassé les attentes sur quelques missions. Et mon patron a mentionné me donner une prime de performance. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'être à nouveau bonne dans mon travail. Mais j'aurais dû savoir que ça ne durerait pas. Samedi matin, je faisais la grasse matinée pour la première fois depuis toujours quand un grand bruit m'a réveillée. J'ai regardé l'horloge, 7 heures du matin. J'ai trébuché en bas en pyjama et j'ai regardé par le Judas. Mes 3 neveux se tenaient sur mon porche avec des valises. J'ai immédiatement ouvert la porte. Qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Ils avaient l'air effrayés et confus. Arthur tenait la main d'Emma. Et Tom serrait un animal en peluche. Maman nous a amenés ici, a dit Arthur doucement. Elle a mis nos valises devant ta porte et nous a dit d'attendre 5 minutes, puis de frapper.
Elle a dit que tu prendrais soin de nous. J'ai senti ma tension artérielle monter en flèche. Elle vous a laissé seule ici? Nous n'avons pas été seuls longtemps, a dit Arthur rapidement. Mais nous ne savions pas quoi faire. Je les ai fait entrer et je les ai installés sur mon canapé avec du jus et des céréales. Puis j'ai appelé Sophie. Le téléphone a sonné environ 10 fois avant qu'elle ne réponde. Quoi? Sophie, tu as laissé 3 enfants dehors sans surveillance adulte. N'importe quoi aurait pu leur arriver. Oh, s'il te plaît. C'était 5 minutes. Tu les aurais pris de toute façon. Es-tu complètement folle? Écoute, Chloé, je sais que tu vas céder et m'aider. Tu le fais toujours. Les enfants ont besoin de stabilité en ce moment. Viens les chercher tout de suite. Je ne peux pas. Marc et moi avons des projets aujourd'hui. Elle m'a raccroché au nez. J'ai immédiatement appelé mes parents. Maman. Sophie vient de jeter ses enfants sur mon porche et est partie. Il y eut un silence. Chloé, ta sœur essaie de construire une vie avec Marc. Elle doit se concentrer sur sa relation en ce moment. Et se concentrer sur ses enfants existants? Tu dois arrêter d'être si égoïste et aider ta famille. J'ai raccroché, incrédule. 20 minutes plus tard, on a de nouveau frappé à ma porte. Cette fois, c'étaient 2 policiers. Madame, nous avons reçu un appel indiquant que vous aviez l'intention d'abandonner 3 enfants. Quoi? Non, c'est complètement faux. L'appelant a dit que vous vouliez mettre vos neveux à la porte de votre maison. Je n'en revenais pas. Sophie m'avait vraiment appelé la police. Officier, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ma sœur a déposé ses enfants ici ce matin et les a laissés sur mon porche sans surveillance. Est-ce vrai? Un officier a demandé à Arthur. Arthur a hoché la tête. Maman nous a amenés ici avec nos affaires et nous a dit d'attendre dehors jusqu'à ce qu'elle parte, puis de frapper à la porte de tante Chloé. En fait, ai-je dit, j'ai des images de surveillance de ce qui s'est réellement passé. Pouvez-vous attendre 1 minute? J'avais installé des caméras il y a 2 mois parce qu'il y avait eu des cambriolages dans le quartier. Je n'en avais jamais parlé à ma famille. J'ai ouvert les images sur mon téléphone et je les ai montrées aux officiers. On pouvait clairement voir Sophie traîner des valises jusqu'à ma porte, parler aux enfants, puis remonter dans sa voiture et partir pendant qu'ils restaient là, seuls. C'est une preuve assez claire d'abandon d'enfants, a dit un officier. Je veux déposer un rapport, ai-je dit. Et je veux contacter les services de protection de l'enfance à ce sujet. Les officiers ont pris des déclarations détaillées de ma part et des enfants. Ils ont également pris une copie des images de surveillance comme preuve. Les enfants peuvent rester avec vous pour l'instant, mais le service de protection de l'enfance devra enquêter sur cette situation, a expliqué un officier. Le lendemain, une travailleuse sociale du service de protection de l'enfance, nommée Jeanne, est venue chez moi. Elle m'a interrogée, ainsi que les enfants séparément, posant des questions sur leur situation de vie et la fréquence de leur séjour chez moi par rapport à leur mère. D'après ce que je comprends, ces enfants passent la plupart de leur temps sous votre garde, a demandé Jeanne. Malheureusement, oui. Leur mère les dépose constamment pendant qu'elle sort. Et vous les soutenez financièrement? J'achète leurs vêtements, je paie leurs activités, j'aide avec les fournitures scolaires. Ma sœur reçoit une pension alimentaire, mais elle ne semble pas servir aux enfants. Jeanne a pris des notes et a dit qu'ils ouvriraient un dossier pour enquêter sur la capacité de Sophie à être une mère. Ce soir-là, Sophie a fait irruption chez moi sans frapper. Tu as appelé le service de protection de l'enfance à mon sujet? Es-tu folle? Tu as laissé 3 enfants dehors pendant 10 minutes sans surveillance adulte. C'est de l'abandon. Ils vont me prendre mes enfants à cause de toi. Peut-être que ce serait la meilleure chose pour tout le monde. Le visage de Sophie est devenu rouge. Je ramène mes enfants à la maison tout de suite. Non, tu ne le fais pas. La police et le service de protection de l'enfance ont dit qu'ils restaient ici jusqu'à ce que cela soit résolu. Tu ne peux pas me priver de mes enfants. Je ne les prive pas de toi. Tu les as abandonnés quand tu les as laissés ici. Sophie est sortie en trombe et 30 minutes plus tard, mes parents ont appelé. Chloé, tu as tout gâché, a crié maman.
Les enfants de ta sœur pourraient finir en famille d'accueil. En fait, maman, leur père m'a appelé hier. Le service de protection de l'enfance l'a contacté à propos de ce qui s'est passé. Il veut la garde. Il en a marre de payer une pension alimentaire à Sophie pendant qu'elle dépose les enfants chez d'autres personnes. Il va au tribunal pour les récupérer. Il y eut un silence à l'autre bout. Il arrêtera de payer la pension alimentaire et obtiendra la garde complète de ses enfants. Honnêtement, cela me semble être le meilleur résultat possible. Mes parents m'ont raccroché au nez. J'ai regardé les 3 enfants qui regardaient la télévision dans mon salon. Pour la première fois depuis que tout ce gâchis avait commencé, ils avaient l'air détendus et heureux. Les enfants sont restés avec moi pendant le mois suivant pendant que l'enquête des services sociaux se poursuivait et que les procédures judiciaires commençaient. Ce fut en fait la période la plus stable que ces enfants aient connue depuis des années. Sans que Sophie les dépose et les reprenne constamment à des heures aléatoires, nous avons développé une vraie routine. Je travaillais le matin pendant qu'ils étaient à l'école, je les cherchais à 15 heures, je les aidais avec leurs devoirs, je préparais le dîner, puis je terminais le travail restant après qu'ils soient allés se coucher. Arthur, Emma et Tom semblaient plus heureux et plus détendus que je ne les avais jamais vus. Ils ne se demandaient plus constamment quand leur mère allait apparaître ou disparaître. Ils savaient exactement à quoi s'attendre chaque jour. Leur père, Jean, m'appelait régulièrement pour prendre de leurs nouvelles et coordonner les procédures légales. « Chloé, je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissant », m'a-t-il dit lors d'un appel. Je n'avais aucune idée que Sophie te laissait constamment les enfants. Elle le fait depuis plus d'1 an. Je suis tellement désolée. Je lui versais 2 500 € par mois en pension alimentaire, pensant qu'elle s'occupait réellement d'eux. La majeure partie de cet argent allait à sa vie amoureuse et à ses achats, d'après ce que je pouvais dire. Eh bien, cela va changer. Mon avocat pense que nous avons de solides arguments pour la garde complète. La date du procès est finalement arrivée. J'ai dû prendre un jour de congé pour témoigner. La salle d'audience était bondée de toutes les personnes impliquées. Sophie et Marc, Jean et son avocat, mes parents, les travailleurs sociaux et les professeurs des enfants. Sophie a commencé. Elle a témoigné qu'elle aimait ses enfants et voulait continuer à les élever comme elle l'avait toujours fait. « Je suis une bonne mère », a-t-elle dit en pleurant. J'avais juste besoin d'aide pendant une période difficile de ma vie. Son avocat a essayé de me dépeindre comme une tante intrusive qui avait manipulé la situation pour éloigner les enfants de leur mère aimante. Puis Jean a témoigné, « Votre honneur, je paie une pension alimentaire substantielle depuis 3 ans, croyant que mon ex-femme était la principale gardienne de nos enfants. J'ai maintenant appris que ma belle-sœur Chloé les élevait en fait pendant que mon ex-femme poursuivait des relations amoureuses. » Le procureur m'a ensuite appelé à la barre. « Mademoiselle Chloé, pouvez-vous décrire votre semaine typique avec les enfants au cours de la dernière année ? » Je les avais 5 à 6 jours par semaine, parfois plus. Je les nourrissais, les aidais avec les devoirs, achetais leurs vêtements, payais leurs activités. Sophie les déposait le matin et souvent ne les reprenait que le lendemain. Avez-vous accepté cet arrangement ? Pas vraiment. C'est juste devenu progressivement latente. Chaque fois que j'essayais de dire non, Sophie me culpabilisait ou mes parents m'appelaient égoïste. Et le matin de l'incident en question, Sophie a laissé 3 enfants sur mon pas de porte sans surveillance et est partie en voiture. Elle leur a dit d'attendre 5 minutes avant de frapper, ce qui signifie qu'ils étaient complètement seuls dehors. Les professeurs des enfants ont été appelés comme témoins. Madame Dubois, la maîtresse d'Arthur, a témoigné que j'étais répertoriée comme son contact d'urgence et que j'assistais à toutes les réunions parents-professeurs. En 3 ans, j'ai rencontré Chloé des dizaines de fois concernant l'éducation d'Arthur. Je n'ai parlé à sa mère que 2 fois, a-t-elle dit. La maîtresse d'Emma a dit la même chose. Chloé est celle qui gère les problèmes scolaires d'Emma. Elle signe les autorisations, assiste aux événements scolaires, la récupère quand elle est malade. Même la maîtresse de maternelle de Tom a témoigné que j'étais le point de contact principal pour tout ce qui concernait l'école. Mes parents ont essayé de défendre Sophie, mais leur témoignage était faible. Sophie est une bonne mère qui traverse juste une période difficile, a dit maman. Elle essaie de construire une vie stable pour ses enfants avec un nouveau partenaire, a ajouté papa.
Mais lorsque le procureur leur a demandé directement à quelle fréquence les enfants restaient avec moi par rapport à Sophie, ils n'ont pas pu donner de réponse claire. La preuve la plus accablante était les images de surveillance. Le juge les a regardées 2 fois et on pouvait voir son expression changer à mesure qu'il réalisait ce qui s'était passé. Puis les messages textes de Sophie ont été présentés comme preuve. Tous ceux où elle exigeait que je prenne les enfants pendant des mois parce qu'elle devait se concentrer sur sa nouvelle relation. La défenderesse considère clairement la garde d'enfants comme quelque chose à externaliser aux membres de sa famille pendant qu'elle poursuit ses intérêts personnels, a déclaré le procureur. L'avocat de Sophie a essayé de soutenir que l'aide familiale pour la garde d'enfants était normale, mais le juge n'y a pas cru. Il y a une différence entre le babysitting occasionnel et l'abandon des responsabilités parentales, a-t-il dit. Après 2 jours de témoignage, le juge s'est retiré pour prendre sa décision. Une semaine plus tard, nous sommes tous revenus pour entendre le verdict. Sur la base des preuves présentées, j'accorde la garde complète des 3 enfants mineurs à leur père, Jean Martin, a annoncé le juge. Sophie a éclaté en sanglots. Mes parents ont semblé stupéfaits. Jean a souri et m'a fait un signe de tête reconnaissant. Le tribunal constate que la défenderesse a constamment manqué à son devoir de fournir des soins stables à ses enfants, s'appuyant plutôt sur sa famille élargie pour remplir ses obligations parentales. L'incident d'abandon d'enfants démontre un manque de jugement préoccupant concernant la sécurité des enfants. Le juge a poursuivi, les paiements de pensions alimentaires cesseront et le père assumera l'entière responsabilité financière des enfants. C'était fini. Quelques semaines plus tard, Jean a emménagé avec les enfants dans sa maison. Il avait aménagé des chambres pour les 3 et les avait inscrits dans des écoles près de chez lui. La transition s'est déroulée de manière étonnamment fluide. Les enfants avaient toujours aimé leur père et ils étaient soulagés d'avoir enfin de la stabilité. Ils me rendent encore visite parfois le week-end. Arthur m'a dit qu'il se sentait beaucoup plus heureux maintenant qu'il n'avait plus à s'inquiéter de l'endroit où il dormirait chaque nuit. Sophie a épousé Marc lors d'une petite cérémonie. Elle ne m'a pas invité, ce qui me convenait parfaitement. Elle a donné naissance à son 4e enfant quelques mois plus tard. Mes parents ne m'ont plus parlé depuis le procès. Ils me reprochent d'avoir détruit la famille de Sophie, même si je ne faisais que protéger les enfants, mais je m'en fiche. Mes neveux et ma nièce sont en sécurité, stables et heureux avec un parent qui veut réellement les élever. Je crois que j'ai fait ce qu'il fallait. Parfois, protéger les enfants signifie faire des choix difficiles que d'autres personnes ne comprendront pas. Mais ces enfants méritaient mieux que d'être traités comme des inconvénients dans la vie amoureuse de leur mère. 6 mois après le procès, ma vie avait complètement changé. Pour la première fois depuis le divorce de Sophie, je vivais entièrement pour moi-même. Je pouvais travailler des heures normales, faire la grasse matinée le week-end et faire des projets sans me soucier des urgences soudaines de garde d'enfants. Ma carrière a décollé de manière inattendue. Sans les interruptions constantes et les sessions de rattrapage tardives, j'ai pu entreprendre des projets plus complexes. Mon patron m'a promu chef de développement senior, ce qui s'accompagnait d'une augmentation substantielle et de l'opportunité de travailler sur des applications d'IA de pointe. J'ai même recommencé à sortir. J'ai rencontré un autre ingénieur logiciel, Romain, lors d'une conférence technologique. Quand je lui ai parlé de ma situation avec les enfants de Sophie, il a été stupéfait. « Tu as pratiquement élevé 3 enfants qui n'étaient pas les tiens tout en travaillant à temps plein, » a-t-il dit, « c'est incroyable. » C'était épuisant. Je ne sais pas comment les parents célibataires font. La plupart des parents célibataires n'ont pas non plus des emplois exigeants dans la technologie et des membres de leur famille qui profitent d'eux. Romain avait raison. J'avais normalisé une situation complètement dysfonctionnelle pendant si longtemps que j'avais oublié à quoi ressemblait une vie raisonnable. Les enfants s'épanouissaient avec leur père. Jean les avait inscrits dans de meilleures écoles, et ils semblaient tous beaucoup plus compétents et sereins. Arthur excellait dans les cours de mathématiques avancées. Emma avait rejoint la chorale de l'école et Tom jouait au baseball. Il me rendait visite tous les 2 week-ends et notre relation était tellement plus saine maintenant. Au lieu d'être la gardienne stressée qui était toujours en retard au travail, je pouvais réellement prendre plaisir à passer du temps avec eux. Nous allions au cinéma, dans des musées, où nous nous contentions de traîner et de jouer à des jeux vidéo. « Et Chloé, es-tu plus heureuse maintenant ?»
m'a demandé Arthur lors d'une visite. Tu as l'air plus détendu. Tu n'as plus l'air fatigué tout le temps. Je suis plus heureuse. Êtes-vous heureux de vivre avec votre père? Oui, a ajouté Emma. Papa fait le dîner tous les soirs et aide avec les devoirs et nous n'avons pas à nous soucier de l'endroit où nous dormons. C'était la confirmation que le changement de garde avait été la bonne décision pour tout le monde. Sophie, en revanche, avait du mal. Par l'intermédiaire de parents mutuels, j'ai appris que son mariage avec Marc était houleux. S'occuper d'un nouveau-né sans pouvoir laisser les enfants plus âgés aux membres de la famille était apparemment beaucoup plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait également dû trouver un emploi à temps plein depuis l'arrêt des paiements de pensions alimentaires. Marc travaillait dans la vente et ne gagnait pas assez pour subvenir aux besoins d'une famille de 3 personnes. J'ai appris par ma cousine Lisa que Sophie avait demandé de l'argent à plusieurs membres de sa famille, affirmant qu'elle ne pouvait pas se permettre le lait maternisé et les couches. Mais la plupart de nos proches avaient entendu parler de ce qui s'était passé et n'étaient pas prêts à la soutenir à nouveau. Mes parents étaient toujours furieux contre moi. Ils avaient complètement coupé les ponts, ce qui était honnêtement un soulagement. J'en avais marre d'être culpabilisée chaque fois que j'essayais de fixer des limites raisonnables. Mais le reste de ma famille élargie était revenu. Mon cousin Marc m'a appelé quelques mois après le procès. Chloé, je te dois des excuses. Nous savions tous que Sophie profitait de toi, mais personne ne voulait s'impliquer dans les drames familiaux. J'apprécie ça. Ce que tu as fait a demandé du cran. Ces enfants sont tellement mieux maintenant. Ils le sont vraiment. Et honnêtement, c'était probablement le signal d'alarme dont Sophie avait besoin. Peut-être qu'avoir à élever son propre enfant lui apprendra une certaine responsabilité. Je ne me faisais pas d'illusions là-dessus, mais des choses plus étranges s'étaient produites. 1 an après le procès, j'ai acheté ma première maison. C'était une belle maison de 3 chambres avec un grand jardin et un bureau à domicile. J'ai invité Jean et les enfants à une pendaison de crémaillère. Cet endroit est incroyable, tante Chloé, a dit Tom en courant dans le jardin. Merci, mon grand. Vous aurez toujours des chambres ici quand vous viendrez. Jean m'a pris à part pendant que les enfants exploraient. Chloé, je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. Je sais que cela t'a coûté ta relation avec tes parents et ta sœur. Ces relations n'étaient pas saines de toute façon. Je suis mieux sans tout ce drame. Les enfants vont si bien. Arthur a été au tableau d'honneur le semestre dernier. Et la maîtresse d'Emma dit qu'elle est l'une des enfants les plus compétentes de sa classe. Ce sont de super enfants. Ils avaient juste besoin de stabilité. Ils l'ont eu de toi d'abord et maintenant de moi. Tu les as sauvés d'années de chaos. En y repensant, j'ai réalisé que tenir tête à Sophie avait été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Non seulement pour les enfants, mais aussi pour moi-même. J'avais passé des années à encourager son comportement irresponsable parce que je me sentais coupable et que je ne voulais pas faire de vagues. Mais parfois, être une bonne tante, sœur ou fille signifie dire non aux exigences déraisonnables. Sophie avait supposé que je serais toujours disponible pour la garde d'enfants gratuite parce que je n'avais jamais imposé de limite auparavant. Elle pensait qu'elle pouvait aller jusqu'à essentiellement abandonner ses enfants chez moi parce que j'avais toujours cédé à des demandes plus petites. Mais il arrive un moment où vous devez choisir entre encourager la dysfonction de quelqu'un et protéger les innocents qui en souffrent. Ces 3 enfants méritaient mieux que d'être traités comme des fardeaux pour la vie sociale de leur mère. Ils méritaient un parent qui voulait réellement les élever, pas quelqu'un qui les considérait comme des obstacles à surmonter. Maintenant, ils avaient cela et j'avais retrouvé ma vie. J'étais fière du choix que j'avais fait. Ce n'était pas facile et cela m'a coûté certaines relations, mais c'était la bonne chose à faire. Parfois, défendre ce qui est juste signifie accepter que certaines personnes ne vous le pardonneront jamais. Mais vivre avec intégrité vaut plus que de maintenir des relations basées sur la manipulation et la culpabilité. J'étais enfin libre de construire la vie que je voulais, et cela me semblait mieux que n'importe quelle approbation familiale.